La perspective behavioriste, elle part de l'idée que lorsqu'un organisme est confronté à un problème, il va répéter certains comportements jusqu'à tomber sur une réponse adaptée à la situation. Tu peux imaginer quelqu'un qui cherche comment ouvrir une porte inconnue et qui essaye successivement pousser, tirer, tourner la poignée jusqu'à trouver le bon geste, puis qui retient ce geste pour la fois suivante. Cette manière de voir met au centre le renforcement et la liaison entre un stimulus et une réponse, comme si l'apprentissage était surtout une histoire d'essais, d'erreurs et de répétitions. Les behavioristes considèrent que ce qui compte vraiment, ce sont les comportements observables et les liens qu'ils entretiennent avec les événements de l'environnement. Pour eux, la pensée n'existe pas comme réalité scientifique accessible, ou en tout cas, elle n'est pas pertinente à étudier parce qu'on ne peut pas l'observer directement. Tu vois que cette position est très radicale puisqu'elle met complètement de côté les intentions, les raisonnements internes ou les représentations mentales. Dans cette perspective, le renforcement joue un rôle central parce qu'il va augmenter la probabilité qu'un comportement se reproduise dans une situation donnée. Si un comportement est suivi d'une conséquence agréable, il a plus de chances d'être répété. Et s'il est suivi d'une conséquence désagréable, il a plus de chances de disparaître. Tu peux penser à un enfant qui range sa chambre et qui reçoit un compliment ou une récompense, ce qui rendra ce comportement plus probable la prochaine fois. Les behavioristes, ils ont formalisé cette vision à travers deux grandes lois qui structurent leur approche d'apprentissage. La première, c'est la loi de l'effet, qui met en avant le rôle de la récompense et de la satisfaction dans le renforcement des comportements. La seconde, c'est la loi de l'exercice, qui insiste sur l'importance de la répétition des connexions entre un stimulus et une réponse pour consolider l'apprentissage. L'exemple classique pour illustrer cette approche, c'est l'expérience de Pavlov, qui montre comment un comportement peut être conditionné. Dans cette expérience, on présente de la nourriture à un chien, ce qui provoque naturellement un réflexe de salivation. Puis on associe systématiquement le son d'une cloche à cette présentation de nourriture. Progressivement, le chien se met à saliver uniquement en entendant la cloche, même lorsqu'aucune nourriture n'est présentée. Dans ce cadre, la salivation en réponse à la nourriture est une réponse réflexe naturelle, alors que la salivation en réponse au son de la cloche devient une réponse conditionnée. Le son de la cloche, qui au départ n'avait aucun effet particulier, devient un stimulus conditionnel capable de déclencher la salivation. Tu peux te représenter la scène en imaginant que chaque fois que tu entends une musique précise, t'as faim parce que tu l'as toujours entendue au moment des repas, jusqu'à ce que ton corps anticipe. Cette méthode de conditionnement met en lumière la manière dont un organisme peut apprendre à associer deux événements qui se produisent ensemble. Par contre, elle reste limitée car elle ne prend pas en compte l'intention, la compréhension, la signification que l'individu pourrait attribuer à la situation. Si tu réfléchis à tes propres apprentissages, tu vois bien que tu ne fais pas qu'associer mécaniquement des stimuli et des réponses. Tu cherches aussi à comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Dans la perspective behavioriste, malgré ses limites, l'expérience de Pavlov illustre parfaitement l'idée que le comportement, c'est le résultat d'un conditionnement. Le chien ne salive pas parce qu'il a décidé consciemment de le faire, mais parce qu'une association répétée entre un son et de la nourriture a créé une liaison stable entre le stimulus et la réponse. Tu peux transposer ça à des situations du quotidien, comme le fait de sursauter dès que tu entends une sonnerie particulière parce que tu l'as longtemps associée à un événement important ou stressant. Les behavioristes s'appuient donc sur deux lois fondamentales pour expliquer l'apprentissage. La loi de l'effet affirme que lorsqu'une réponse à une situation est suivie d'une satisfaction, la connexion entre la situation, le stimulus, et la réponse est renforcée. Et qu'à l'inverse, si la réponse est suivie d'une insatisfaction ou d'une conséquence négative, cette connexion a tendance à s'affaiblir. Tu peux imaginer que tu essayes une nouvelle stratégie pour réviser et que tu obtiens une très bonne note à ton examen, ce qui te donne un sentiment de satisfaction. Selon la loi de l'effet, tu auras tendance à réutiliser cette stratégie car la récompense, la bonne note et la satisfaction
renforce le lien entre la manière de réviser et les résultats obtenus. Si au contraire ta nouvelle méthode te conduit à un échec, tu seras moins enclin à la reproduire. La loi de l'exercice, quant à elle, met l'accent sur la répétition des connexions stimulus-réponse. Plus un organisme vit à plusieurs reprises la même association entre une situation et une réponse, plus la force de cette connexion augmente, à condition qu'il y ait une forme de satisfaction associée. Si la réponse se fait sans satisfaction, la connexion ne se renforce pas de la même manière, voire peut s'affaiblir. Tu peux penser à l'apprentissage d'un geste sportif, comme un service au tennis, que tu répètes encore et encore à l'entraînement. Chaque fois que tu réussis ton geste et que tu ressens une certaine satisfaction, la connexion entre la position de ton corps, la trajectoire de la balle et le résultat obtenu se consolide. Avec le temps, ce geste devient presque automatique, ce qui montre bien la loi de l'exercice. L'expérience de Thorndike illustre de manière très concrète la manière dont les behavioristes conçoivent l'apprentissage à partir de la résolution de problèmes. En psychologie, le behaviorisme s'est notamment développé à partir de l'observation de la façon dont un animal parvient à sortir d'une boîte à problèmes. L'animal est placé dans une boîte fermée et il doit produire un certain comportement, par exemple appuyer sur un levier, pour réussir à sortir. Au début du XXe siècle, les chercheurs, comme Thorndike, ont observé que l'animal ne trouve pas immédiatement la solution, mais qu'il procède par essai et erreur. Il tente différents comportements, certains inefficaces, jusqu'à ce qu'un comportement particulier lui permette de sortir de la boîte. Une fois ce comportement découvert et associé à la récompense de la sortie, il est de plus en plus reproduit lors des essais suivants. C'est à partir de ces observations que Thorndike a formulé la loi de l'effet en montrant que la récompense est le facteur principal de l'apprentissage. Lorsque l'animal réussit à sortir de la boîte, la satisfaction liée à la liberté renforce la connexion entre la situation, être dans la boîte, et la réponse efficace, le comportement qui permet de sortir. Tu peux te représenter cette situation en imaginant que tu cherches comment débloquer un téléphone avec un nouveau système de verrouillage et que tu finis par trouver la bonne combinaison. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas retenir cette combinaison par la suite. Les chercheurs, ils ont aussi mis en avant la loi de l'exercice à partir de ces expériences. Plus l'animal répète la connexion entre le stimuli, donc la situation de la boîte, et la réponse, le comportement qui permet de sortir, plus cette connexion se renforce à condition qu'elle soit suivie de satisfaction. Si l'animal reproduit plusieurs fois le bon comportement et obtient à chaque fois la récompense, la sortie devient de plus en plus rapide et automatique. Tu peux faire le parallèle avec l'apprentissage d'un code d'accès que tu tapes régulièrement sur un clavier. Au début, tu dois réfléchir à chaque chiffre, puis à force de répétition et de satisfaction, lié au fait que la porte s'ouvre, la séquence devient presque un réflexe. Cette automatisation illustre parfaitement la manière dont la loi de l'exercice renforce les connexions stimulus-réponse dans la perspective behavioriste.